Ok, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de présenter aussi rapidement deux projets. Donc, en commençant par EcoChart qui s'est terminé en 2017, qui était un projet européen, voilà, un corps organique, donc pour ceux qui connaissent, qui était un peu plus large que ce que je vais vous présenter, mais nous, on s'est donc un peu focalisé sur ce travail d'essayer d'impliquer les arboriculteurs, puisque c'était un projet, comme son nom l'indique, que sur l'arbo, et les problématiques pucerons, notamment en verger. Et donc essayer d'impliquer les arboriculteurs dans le suivi de biodive pour qu'ils observent eux-mêmes sur leur parcelle l'effet des pratiques qu'ils mettent en œuvre. Donc, si je déroule comme ça, alors moi c'est un PDF, donc voilà, j'ai pas fait un diaporama, mais je vais dérouler Normalement, si tu fais F11, ça met en plein écran. Ah ouais, alors affichage. Affichage. Ou sur F11, F11, ouais, je dictais, donc ça raccourci. au clavier. Je suis pas sûr que ce soit. Non. Je peux le trouver ailleurs. Voilà, plein écran. Donc voilà, accompagner un peu les producteurs pour choisir une méthode pour des suivis de biodive, pour à la fois les inciter à prendre le temps et le réflexe d'observer cette biodiversité et véritablement voir l'effet de leur pratique, parce qu'un des freins à l'adoption de pratiques de biodive par les agriculteurs, que ce soit une bande fleurie, une haie ou d'autres types d'infrastructures, c'est qu'on a du mal en tant que recherche et développement à leur donner des conclusions sur le service rendu à la culture. Et donc on a souhaité prendre le truc un peu à l'inverse, c'est-à-dire partir des pratiques que eux soit mettent déjà en place, soit acceptent de mettre en place qui ne soient pas trop contraignantes, et leur montrer donc l'effet au champ de ce type de pratique, sachant que ça peut être un aménagement, mais ça peut être aussi une moindre intervention, par exemple un travail du sol, un broyage de l'enherbement un peu réduit sur une partie de la parcelle, donc moins de temps de travail qui peut s'accompagner donc d'une plus grande biodiversité. Donc les méthodes, oula, ça se défile un peu vite. Les méthodes qui ont été un peu travaillées donc devaient répondre à un certain nombre de critères pour qu'elles soient adoptées par les producteurs. Donc le temps de réalisation, le matériel nécessaire, les compétences nécessaires, la sensibilité de la méthode, la stabilité de la méthode. Donc je vous la fais un peu vite, hein, mais on a donc comparé dans un premier temps du projet pour un ensemble de critères, donc ces différentes méthodes. Et on en a retenu 4 donc, qui ont été proposés aux producteurs à partir de 2016. Donc des choses qui sont un peu connues évidemment dans les guidelines OILB par exemple, comme l'observation visuelle des pucerons cendrés, enfin des pucerons dans les foyers et de leurs prédateurs en saison, donc à différents moments de la saison. Le battage non destructif pour avoir également des estimations comparatives de différents prédateurs généralistes dans la frondaison, et des choses un peu plus nouvelles et donc qui les ont intéressés, donc des cartes de prédation dont on a parlé, qu'on a pu leur fournir dans le cadre du projet, et qui donnent donc une lecture assez immédiate de l'activité dans leur verger, et des bancs de pièges également disposés dans les parcelles avec ouverture régulière, qui leur donnait donc aussi une visibilité assez rapide des populations en araignées ou en forficules dans leurs parcelles à différents endroits, donc en fonction de leur pratique. Hop là. Donc on a communiqué un peu sur le projet. Ce tableau présente donc
en anglais donc sur les différents pays, les producteurs qui se sont impliqués sur cette méthode et les méthodes qui ont été choisies. Hein, sur les colonnes de droite, les techniques de suivi de biodiff qui ont été choisies par les producteurs. Donc on voit que certains producteurs n'ont choisi qu'une seule méthode et d'autres ont souhaité tester les 4 méthodes. Puisqu'ils étaient très, très motivés et que ça leur permettait de conforter un peu leurs observations. En 2017, on a un peu augmenté le nombre de producteurs, notamment en France, où avec l'Institut du Cidre, Anne a participé également à ce projet de l'IFPC. Et donc, on a pu aussi avoir un groupe de producteurs en Normandie qui s'est bien impliqué aussi sur ces questions. Et donc, vous voyez les types de méthodes choisies. Et ce tableau, là, encore en anglais, hein, désolé, mais je pense que vous pouvez comprendre, présente les objectifs qui étaient poursuivis par les producteurs en termes de suivi de biodive. Donc, flower strip, soit ils souhaitaient voir l'effet d'une bande fleurie, si je prends les lignes dans la suite, soit d'une haie, soit d'un nichoir ou d'un gîte, d'un hôtel à insectes, d'un plan d'eau, etc. Donc, soit des aménagements, la première catégorie, soit des pratiques culturales, donc l'effet d'une pratique culturelle, soit l'effet d'un traitement bioconventionnel, défoliation, l'effet du soufre, etc. Donc, on était plus dans une approche un peu méthodologique pour essayer d'accompagner les producteurs à l'usage de ces méthodes. Donc, on a conçu un guide qu'on leur a remis. Dans ce guide, il y avait toutes les grilles de notation de reconnaissance des auxiliaires et ça permettait de les accompagner en saison pour faire ces observations qui devaient durer 30 minutes maximum. Donc, on a fait ce guide qui a été un peu traduit dans les différentes langues. Et donc, vous avez la cartographie des producteurs qui ont été impliqués. Et en fin de saison, on leur a proposé un questionnaire pour avoir un peu leur retour, non pas sur les résultats qu'ils ont observés, qui leur appartenaient, mais plutôt sur l'usage de ce travail, de cet outil, de ce guide méthodologique, et pour savoir comment ils l'avaient utilisé, si les méthodes de suivi étaient trop longues, trop courtes. Et donc, on leur a demandé, voilà, est-ce qu'ils ont comparé de traitements ou de pratiques? Est-ce qu'ils ont fait les évaluations eux-mêmes? Parce que bon, pour un certain nombre, ils sont suivis par des conseillers et ils ont plutôt tendance à déléguer ce travail aux conseillers, mais notre objectif, c'était vraiment que eux prennent ce temps-là pour réfléchir à 2 fois avant de sortir le pulvérisateur. Sur la perception du temps requis, on voit que le temps était en gros satisfaisant, hein, puisque le temps pour on a 11% des gens pour lesquels les méthodes étaient un peu trop longues. Voilà, on a un certain nombre d'informations dans ce questionnaire qui nous donnent un peu un avis un peu positif sur ce manuel qui a été diffusé dans le cadre du projet. Voilà, je vais un peu vite donc sur ce projet EcoOrchard pour enchaîner directement sur Ampusa, donc qui est un projet plus récent et qui est encore en cours, qui est un projet Ecophyto. Et donc je vous présente aussi le travail de mon étudiante en 2019. Donc Ampusa, c'est un projet en agroforesterie hein, sur Avignon pour la ferme de la Durette avec la plateforme TAB. Et donc l'objectif ici, c'est donc d'évaluer la multiperformance des systèmes agroforestiers et notamment d'essayer de caractériser la régulation naturelle dans ces services, dans ces systèmes un peu complexes associant du maraîchage et des fruitiers. Donc, on a travaillé sur plusieurs fermes et on a donc travaillé à la fois sur des cultures maraîchères intégrées dans les fruitiers qui ont été comparées à des fermes en maraîchage seul, et la même chose pour des fermes en arboriculture, donc pour avoir des pseudo-références hein, en verger, en se positionnant sur les mêmes espèces aux mêmes périodes. On a essayé également en maraîchage de travailler sur l'effet de la distance des légumes aux arbres pour voir jusqu'où porte un effet de régulation potentielle de l'arbre sur les cultures maraîchères.
Donc, on a travaillé avec des cartes de prédation. Alors, en 2019, on a travaillé avec des œufs de punaises diaboliques. Hein. C'est un peu dangereux. On s'est posé la question, mais c'est des œufs qui ont été congelés par l'INRA de Sofia et donc qui nous envoyaient. Donc, ces œufs sont exposés 4 jours et ensuite on relève donc le nombre d'œufs restants ou qui ont été vidés pour avoir un taux de prédation. Et les œufs restants étaient renvoyés à l'INRA de Sofia qui les mettait en émergence pour un suivi de parasitisme éventuel des œufs de punaises diaboliques. Ça les intéressait pas mal aussi de voir les parasitoïdes potentiels de punaises diaboliques en Provence. Donc, travail sur les cartes de prédation et sur l'heure de chenille, hein, donc en plasticine, comme ça a été dit, avec une exposition de 8 jours, plus ou moins longue selon les périodes, pour voir effectivement la prédation possible par des arthropodes et par des oiseaux. Donc, on a différents types de dispositifs dans les légumes, donc sur des supports, hein, quand on ne peut pas toujours poser facilement la carte de prédation sur un légume ou l'agrafer, donc planter dans le sol ou directement dans les arbres. Je passe sur le dispositif statistique et pour vous présenter rapidement les résultats, donc, qui sont très synthétisés ici. Où on voit donc un effet globalement positif du verger maraîcher, donc c'est les histogrammes en bleu à droite. Dans 3 cas sur 4, on a donc une petite tendance à augmenter la prédation dans les vergers maraîchers, sauf dans le cas des cartes de prédation et de la prédation dans les arbres du verger maraîcher qui est un peu inférieure à la prédation dans les vergers uniquement. Par contre, on a un seul effet significativement différent, c'est donc la prédation sur légumes qui est significativement différente en verger maraîcher de parcelles maraîchères, ce qui nous amène à conclure sur un possible effet bénéfique des arbres sur la régulation naturelle en verger maraîcher. Voilà, on a aussi travaillé sur, comme je vous disais, sur l'éloignement par rapport aux arbres et donc on n'observe pas dans tous les cas, mais on a pu observer sur certaines parcelles donc une diminution de la régulation naturelle au fur et à mesure qu'on s'éloigne des arbres. Mais ça demande à être un peu confirmé et un peu plus solide. Voilà, je passe un peu sur les commentaires, mais en gros, donc, on travaille là-dessus depuis 2019. On a un peu évolué sur les méthodes en 2020. Et à partir de 2021, on aimerait aussi essayer d'améliorer les dispositifs et notamment d'avoir des outils vidéo pour un peu mieux connaître les prédateurs en cause. Je vous remercie. Merci François. Merci Timing François. impec. Ouais, okay. Nickel. J'étais un peu speed. Une question d'Elsa qui demandait là, par rapport à l'expé sur les cartes de prédation si les œufs survivaient à la colle. Oui. Enfin, on n'a pas noté d'œufs qui viraient au noir ou au gris, signe de mortalité. L'exposition, elle est quand même très courte, hein, puisqu'on prépare les cartes la veille au soir ou le matin pour les exposer, et selon les chaleurs de la période, on met les cartes entre 2 et 4 jours en exposition, quoi. Si on voit qu'au bout de 2 jours, on a 100% de prédation, on réduit un peu la durée d'exposition, on s'ajuste un peu à la saison et à l'activité au champ, quoi. Ok, merci. Et on a une autre question, si je la comprends bien. En gros, c'est est-ce que l'intérêt des larves plasticines vertes peut être aussi démontré en maraîchage et grandes cultures ou seulement du coup affilié à, enfin, plutôt dans un milieu forestier ou verger? Si je comprends bien, Olivier, tu me corriges si j'ai pas tout saisi, mais je la lis en même temps. Je peux parler, non? Vous m'entendez? Oui, vas-y.
Oui, en fait, ma question, c'était plus que, moi, je me pose, enfin, c'est une question un peu auto-centrée, c'est que les larves de plasticine, c'est un peu une techno qui a été dérivée un peu du milieu forestier où elle a fait ses preuves. Et je me pose, moi, la grosse question en grande culture, bon, en verger, c'est vrai qu'il y a aussi on va dire, des ravageurs qui peuvent avoir cet aspect-là, mais il y a d'autres ravageurs qui ont d'autres aspects. Donc voilà, ça reste un indicateur macro, une proxy, je suis d'accord, mais je me pose vraiment la question de grande culture où voilà, j'ai du mal à trouver des couleurs ou des formes qui peuvent éventuellement mieux mimer des bestioles qui seraient sujettes à de la prédation, par exemple. Je ne sais pas si vous avez une idée de ça, déjà réfléchi à ça de votre côté. Bah, moi, je pense qu'on est vraiment sur une technique un peu grossière, enfin un proxy ou un truc qui donne vraiment une idée de ce qui se passe, mais qui est effectivement très perfectible. Nous, on les met en maraîchage. Bon, j'ai remis les histogrammes. Là, on voit qu'il y a quand même une prédation qui est pas négligeable dans les légumes en exposant des leurres de chenilles à proximité. Donc, les histogrammes en bas à droite. Oui, c'est vrai qu'il y a un bon taux de prédation. Hein. C'est assez Alors, important pour la plasticine, c'est pas mal. on ne sait pas si c'est toujours des oiseaux, ça peut être beaucoup d'autres choses. Nous, ce qui nous interpelle un peu aujourd'hui, c'est de dire, bon, la biblio semble dire qu'il y a une accoutumance des oiseaux à ces leurres et qu'ils y viennent une fois, mais qu'ils n'y viennent pas une deuxième fois. Et donc, on peut faire une première session au printemps, mais si on en refait une un mois après, on a sûrement pas mal de biais pour les oiseaux, en tout cas. Si on a des fourmis, des araignées ou des forficules qui viennent dessus, on aura quand même sûrement des morsures et des tentatives. Quoi. Sinon, il faut changer la couleur à chaque fois, mais ça complique la méthode après. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on ait le recul suffisant pour dire effectivement si ces larves sont adaptées à tout type de milieu. Certainement qu'il en faudrait la pâte à modeler couleur terre ou couleur grise. Mais... Oh, bah, ouais, ça peut dépendre, hein, mais merci en tout cas pour la réponse. Merci.